En étant secouru par une infirmière, le millionnaire est resté paralysé en voyant son pendentif, le même que sa fille portait lorsqu'elle a disparu il y a de nombreuses années. Jean-Luc Dubois se tenait devant la grande baie vitrée de son bureau, le regard perdu dans les lumières scintillantes de Paris. Derrière cette façade de verre et d'acier se cachait un homme brisé, rongé par la douleur depuis 20 ans. À la tête de l'un des plus grands conglomérats français, il avait construit un empire, accumulé des succès. Mais aucun de ses triomphes n'avait su combler le vide laissé par la disparition de sa fille, Léa. Chaque matin, lorsqu'il se préparait à affronter le monde, le même rituel le hantait. Il attrapait distraitement la photo de Léa sur son bureau, la seule qui n'ait jamais quitté sa place. La petite fille y souriait, insouciante, à l'âge de 6 ans, peu avant ce jour maudit où elle avait disparu sans laisser de traces. La police avait cherché, il avait remué ciel et terre, engagé les meilleurs détectives, offert des récompenses. Mais au fil des années, les espoirs s'étaient effilochés, laissant place à une amertume sans fin. Aujourd'hui, à presque 60 ans, Jean-Luc se retrouvait seul, entouré de collaborateurs loyaux mais distants et d'une famille morcelée. Son mariage avait sombré peu après la disparition de Léa, sa femme incapable de supporter le poids du chagrin, et même sa sœur, Madeleine, avec qui il avait été si proche, semblait désormais l'éviter, comme si la douleur avait érigé un mur entre eux. Leur conversation, autrefois animée et pleine de complicité, était devenue froide, distante, réduite à des banalités échangées lors de rares dîners de famille. Le téléphone sur son bureau vibra, tirant Jean-Luc de ses pensées. C'était son assistant, l'informant d'une réunion importante avec des partenaires en Provence. Sans hésiter, il accepta le déplacement, se disant que cela lui ferait peut-être du bien de quitter Paris pour quelques jours. La Provence était une région qu'il connaissait bien, un lieu où il emmenait autrefois sa famille en vacances, avant que tout ne bascule. Ses souvenirs le hantaient, mais il espérait y trouver un certain réconfort, une évasion temporaire à son tourment quotidien. Assis dans sa voiture de location, en route vers Aix-en-Provence, il roulait à travers les paysages changeants, ses souvenirs défilant en arrière-plan comme un vieux film. Les champs de lavande, les oliviers noueux, tout lui rappelait Léa. Il accéléra, comme pour échapper à ses souvenirs trop douloureux, mais la route semblait interminable, comme les années qui s'étaient écoulées depuis sa disparition. Les premières gouttes de pluie commencèrent à marteler le pare-brise, transformant la route en un ruban glissant. Le ciel, autrefois bleu, s'était couvert de nuages sombres et la lumière du jour s'estompait rapidement, rendant la conduite de plus en plus difficile. Mais Jean-Luc, perdu dans ses pensées, ne ralentit pas. Soudain, un virage mal anticipé, les pneus qui dérapent sur l'asphalte humide et la voiture quitte la chaussée dans un fracas assourdissant. Le choc fut brutal. La voiture heurta un arbre, le bruit du métal se tordant résonnant dans le silence de la campagne. Le silence retomba, troublé seulement par le bruit de la pluie battante. Jean-Luc, encore conscient, sentit une douleur aiguë dans sa jambe et l'arrière de sa tête qui cognait contre le siège. Il tenta de bouger, mais son corps refusa de lui obéir. Sa vision commençait à se brouiller, la panique montant en lui. Il pensa alors à Léa, se demandant si la fin était proche pour lui aussi. C'est à ce moment-là qu'il entendit des pas précipités, puis une voix douce mais ferme. Une jeune femme, trempée par la pluie, apparut à sa fenêtre brisée, un téléphone à la main, appelant les secours d'un ton rassurant. Elle brava la pluie pour vérifier son état, les mains tremblantes mais déterminées. Jean-Luc distinguait à peine son visage sous les gouttes, mais il sentit une étrange chaleur à travers sa présence. Sa vision floue capta un éclat doré autour du cou de sa sauveuse, un détail qui, sans qu'il ne puisse l'expliquer, le troubla profondément. Elle resta à ses côtés jusqu'à l'arrivée des secours, murmurant des paroles apaisantes. Jean-Luc, à moitié conscient, attrapa un instant sa main, essayant de capter la force qu'elle semblait vouloir lui transmettre. Avant de perdre connaissance, il tenta de lui poser une question, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son esprit ne parvenait pas à détacher son attention de ce pendentif qui brillait sous la lumière des phares. Quand les secouristes arrivèrent finalement, Jean-Luc sombra dans l'inconscience, mais l'image de cette jeune femme au pendentif restait gravée dans son esprit. Peut-être que, cette fois, la chance lui sourirait enfin.
Jean-Luc ouvrit les yeux dans une chambre d'hôpital, les lumières fluorescentes au plafond lui piquant les rétines. Une douleur sourde martelait sa tête, et sa jambe gauche, immobilisée dans un plâtre, lui semblait peser une tonne. Il mit quelques instants à comprendre où il se trouvait, puis des fragments de mémoire lui revinrent. La route mouillée, la perte de contrôle, le choc, et cette jeune femme sous la pluie qui l'avait sauvée. Une infirmière entra, souriant poliment, mais il lui manquait cette présence particulière qu'il cherchait. Jean-Luc tenta de lui demander des informations, mais sa gorge, encore sèche, ne laissait sortir qu'un murmure. La jeune femme qui m'a trouvé, où est-elle? L'infirmière, sans se départir de son sourire, lui expliqua que la personne qui l'avait secourue s'appelait Élise Marceau, une infirmière du village voisin, mais qu'elle avait quitté l'hôpital après avoir confié son état au médecin. Le nom resta dans l'esprit de Jean-Luc. Élise Marceau. Ce prénom avait une sonorité douce, apaisante, qui lui rappelait étrangement le rire de Léa lorsqu'elle courait dans les champs de lavande, bien des années auparavant. Cette pensée le perturba davantage, ravivant une douleur qu'il avait appris à enfouir au plus profond de lui-même. Pourtant, ce n'était pas seulement le prénom qui le troublait. C'était ce pendentif, identique à celui qu'il avait offert à Léa pour ses 6 ans, avant sa disparition. Une simple coïncidence, se répétait-il, mais il ne parvenait pas à s'en convaincre. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait sur l'hôpital, Jean-Luc fit un effort pour se lever et demander des informations supplémentaires sur sa bienfaitrice. L'infirmière de garde, visiblement surprise par sa détermination, accepta de contacter Élise Marceau pour qu'elle vienne lui rendre visite. Elle a insisté pour avoir des nouvelles de votre état. Après tout, lui dit-elle avec un sourire complice. Élise arriva peu de temps après, vêtue d'un simple manteau bleu sombre qui portait encore des traces de pluie séchée. Jean-Luc l'observa en silence tandis qu'elle entrait dans la chambre, un peu hésitante mais souriante. Elle semblait plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, avec des traits fins et des yeux clairs, comme ceux de Léa. Ou était-ce son imagination qui jouait avec ses souvenirs? Le pendentif scintillait à son cou, le même éclat doré qui l'avait frappé quelques heures plus tôt. « Comment allez-vous, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle d'une voix douce en s'approchant de son lit. Jean-Luc sentit sa gorge se nouer un instant. « Mieux, grâce à vous, mademoiselle Marceau. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. » Élise haussa les épaules, un sourire timide étirant ses lèvres. « J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait, mais je suis heureuse de voir que vous allez mieux. L'accident semblait grave, et vous n'avez pas cessé de parler de... » Elle s'interrompit soudain, comme gênée d'en dire trop. Jean-Luc fronça les sourcils. « Parler de quoi ?» insista-t-il, sentant une pointe de nervosité percer sa voix. Élise hésita, puis reprit à mi-voix. « Vous murmuriez un nom. Léa, je crois. C'est pour elle que vous vous inquiétiez ?» Le cœur de Jean-Luc se serra, comme si les syllabes de ce prénom avaient réveillé un fantôme enfoui depuis trop longtemps. Il détourna le regard, tentant de masquer l'émotion qui menaçait de le submerger. Léa était ma fille. Elle a disparu il y a 20 ans. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits. Élise baissa les yeux, regrettant peut-être d'avoir abordé un sujet si personnel. Mais Jean-Luc, lui, restait figé, hypnotisé par ce pendentif qui pendait toujours au cou de la jeune femme. La curiosité se transforma en une impulsion irrésistible. « Votre pendentif, d'où vient-il » Élise porta instinctivement la main à son collier, le serrant doucement entre ses doigts. « C'est une histoire un peu étrange, en fait. Je l'avais déjà autour du cou quand on m'a retrouvée, bébé, devant l'hôpital de Nîmes. Je ne sais pas qui me l'a donnée, ni pourquoi. C'est la seule chose que je possède de ma vie avant d'être adoptée. » Jean-Luc sentit un frisson parcourir son échine. La coïncidence était trop grande, trop improbable. Un bébé abandonné à Nîmes, un pendentif identique à celui qu'il avait offert à Léa. Le doute s'insinuait en lui, mais une lueur d'espoir naissait aussi, une lueur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Ah, vous n'avez jamais cherché à savoir qui étaient vos parents biologiques ?» demanda-t-il, sa voix trahissant à peine son excitation grandissante. Élise secoua la tête, un peu embarrassée. « Je me suis toujours dit que si mes parents m'avaient abandonnée, c'est qu'ils avaient leurs raisons. Je n'ai jamais voulu remuer le passé. » Jean-Luc hocha lentement la tête,
Mais sa décision était déjà prise. Il ne pouvait laisser passer cette chance, aussi infime soit-elle. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous aider à découvrir votre passé. Vous méritez de connaître votre histoire. Élise le regarda, déconcertée par cette offre soudaine. Elle resta silencieuse un instant, observant l'expression déterminée de Jean-Luc, puis elle finit par esquisser un léger sourire, comme si l'idée d'en savoir plus sur son passé avait éveillé en elle une curiosité nouvelle. « Pourquoi pas ?» dit-elle doucement, sans imaginer à quel point cette décision allait bouleverser leur vie à tous les deux. Les jours qui suivirent, Jean-Luc ne cessa de penser à cette conversation avec Élise. De retour dans sa chambre d'hôtel à Aix-en-Provence, il se surprenait à fixer le vide, son esprit complètement accaparé par les implications de ce qu'il avait découvert. Était-il possible qu'Élise soit réellement Léa, sa fille disparue? La simple idée lui paraissait aussi absurde que miraculeuse. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser ce fil se dérober sous ses doigts. Il se mit rapidement en contact avec un laboratoire spécialisé dans les tests ADN, insistant sur l'urgence de la situation. « Faites-le au plus vite, je vous en prie », répéta-t-il à l'interlocuteur au bout du fil, sa voix marquée par une impatience nerveuse. Le processus serait simple. Il leur fournirait un échantillon de son ADN et Élise pourrait faire de même. Restait encore à convaincre la jeune femme de se prêter à cet exercice, mais il était déterminé. Le lendemain, Jean-Luc retrouva Élise dans un petit café au bord de la rivière. Le soleil de Provence réchauffait l'air, créant une atmosphère paisible qui contrastait étrangement avec la tempête intérieure qui agitait Jean-Luc. Élise, de son côté, semblait plus détendue, curieuse de mieux connaître cet homme qui avait éveillé en elle un désir d'en savoir plus sur son passé. Après quelques échanges courtois sur la météo et la beauté du village, Jean-Luc décida de ne plus tourner autour du pot. « Élise, je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai contacté un laboratoire pour un test de filiation. Je crois vraiment qu'il est important de le faire. » Les mots s'échappèrent de sa bouche plus rapidement qu'il ne l'aurait voulu, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il plongea son regard dans celui d'Élise, cherchant à y déceler une réaction. La jeune femme le fixa, interloquée, ses sourcils se fronçant légèrement. Un test de filiation? Pourquoi? Elle semblait hésiter entre la perplexité et une curiosité méfiante. Jean-Luc inspira profondément, conscient que l'explication serait aussi délicate qu'improbable. Le pendentif que vous portez, il est identique à celui que j'avais offert à ma fille, Léa, peu avant sa disparition. Et il y a d'autres coïncidences. Vous avez été trouvé à Nîmes, la ville où nous étions quand Léa a disparu. Je sais que cela peut sembler insensé, mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si vous êtes ma fille. Que les mots flottèrent un instant entre eux, laissant un silence lourd s'installer sur la terrasse ensoleillée du café. Élise resta sans voix, ses mains tremblantes autour de sa tasse de thé. Jean-Luc sentit une pointe de regret l'envahir, se demandant s'il n'avait pas été trop direct, trop pressé. Mais finalement, la jeune femme prit une profonde inspiration et posa la tasse devant elle. « Je ne sais pas quoi dire, monsieur Dubois. Tout cela me paraît tellement irréel. Je n'ai jamais cherché à comprendre d'où je venais. Peut-être que j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots, puis reprit d'une voix plus déterminée. « Mais si cela peut vous apporter une réponse, alors je veux bien faire ce test. » Jean-Luc sentit une vague de soulagement le traverser, mêlée à une nouvelle montée d'espoir. « Merci, Élise. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. » Il aurait voulu dire davantage, mais les mots lui manquaient pour exprimer l'ampleur de son émotion. Il se contenta de lui sourire, un sourire sincère qu'il n'avait pas affiché depuis des années. Le laboratoire leur envoya les kits de prélèvement quelques jours plus tard. Élise, malgré ses doutes, s'appliqua à suivre les instructions, tout comme Jean-Luc. Les échantillons furent envoyés, et il ne leur restait plus qu'à attendre. Mais pour Jean-Luc, chaque jour sans réponse était un supplice. Il passait ses nuits à se retourner dans son lit, imaginant 1000 scénarios différents, craignant le pire mais se raccrochant désespérément à cette infime lueur d'espoir. Pour passer le temps, il continuait de rendre visite à Élise. Il déambulait dans les ruelles d'Aix-en-Provence, s'arrêtant dans les marchés locaux où la vie semblait plus simple, plus légère.
Élise racontait des anecdotes sur sa vie d'infirmière, sur ses patients, sur la façon dont elle avait appris à aimer cette région qui l'avait accueillie. Elle lui montra l'hôpital où elle travaillait, son lieu de prédilection pour lire, et même le banc où elle aimait s'asseoir pour réfléchir, face à la rivière. À chaque instant passé avec elle, Jean-Luc ne pouvait s'empêcher de chercher des indices, des ressemblances avec sa Léa, un sourire, un geste, une manière de plisser les yeux au soleil. Il savait que ces signes pouvaient être le fruit de son imagination, mais il ne pouvait ignorer la sensation grandissante qui naissait en lui. Élise, de son côté, semblait apprécier la compagnie de cet homme qui, malgré sa réserve, la traitait avec une chaleur sincère, une attention qui lui faisait étrangement du bien. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un repas simple au bord de l'eau, Jean-Luc osa poser une question plus personnelle. « Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous manquait, comme si une partie de votre vie était restée dans l'ombre ?» Élise resta un moment silencieuse, regardant l'eau qui coulait doucement sous le pont. Puis, elle répondit d'une voix lointaine. « Oui, souvent, en fait. Quand j'étais petite, je me demandais pourquoi mes parents biologiques ne m'avaient pas gardée. J'ai toujours eu l'impression que quelque chose m'avait été volé, mais je ne savais pas quoi. » Jean-Luc sentit une boule se former dans sa gorge. Peut-être que ce quelque chose, c'est une famille. Élise tourna son regard vers lui, cherchant à comprendre ce que cet homme voyait en elle, et pourquoi il semblait si déterminé à retrouver ce passé qu'elle-même avait laissé derrière. Ils restèrent là, à contempler le coucher du soleil sur la rivière, sans savoir que la réponse qu'ils attendaient avec tant d'impatience était sur le point de bouleverser leur existence. Le soir tombait sur Aix-en-Provence, et Jean-Luc se trouvait à nouveau dans sa chambre d'hôtel, scrutant la boîte de réception de son téléphone pour la 100e fois de la journée, dans l'espoir d'une notification du laboratoire. L'attente était interminable, chaque seconde pesant lourdement sur ses épaules. Pourtant, malgré l'angoisse qui le tenaillait, il ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose de réconfortant dans sa nouvelle routine. Ses rencontres avec Élise, ses promenades improvisées dans les ruelles pavées de la ville, avaient ramené un peu de lumière dans son existence sombre. Ce jour-là, Jean-Luc et Élise avaient visité un vieux marché couvert, où les commerçants locaux vendaient des produits frais et des objets artisanaux. Élise, souriante, l'avait entraîné vers un étal de poterie, lui racontant comment, enfant, elle adorait regarder les potiers à l'œuvre. « Mes parents adoptifs m'emmenaient toujours ici les week-ends. C'est l'un de mes rares souvenirs de cette époque, » avait-elle dit en caressant doucement la surface rugueuse d'une poterie. Jean-Luc l'écoutait avec une attention silencieuse, absorbant chaque mot, chaque expression, comme s'ils étaient des pièces d'un puzzle qu'il s'efforçait de reconstituer. À mesure que les jours passaient, Jean-Luc se surprit à sourire plus souvent en présence d'Élise. Elle avait cette capacité à rendre les moments simples extraordinaires, à transformer une simple discussion sur la météo en un échange empreint de sincérité. Pour la première fois depuis des années, Jean-Luc se sentait moins seul. Et même si une partie de lui redoutait encore la réponse du laboratoire, une autre se délectait de ces instants volés à la monotonie de son quotidien. Il avait l'impression de revivre, de retrouver une part de lui-même qu'il avait cru perdue à jamais. De son côté, Élise apprenait à apprécier la compagnie de Jean-Luc, cet homme mystérieux au regard souvent mélancolique, mais à la générosité touchante. Elle le trouvait différent des autres patients qu'elle avait rencontrés à l'hôpital. Il n'était pas seulement reconnaissant pour son aide, il semblait véritablement intéressé par elle, par son histoire, par ce qu'elle était devenue. Cela la troublait autant que cela la réconfortait. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui semblait si investi dans sa vie, si curieux de son passé. Mais au fil de leur conversation, elle commença à se demander si la recherche de ses origines n'était pas aussi importante pour elle que pour lui. Un après-midi, alors qu'il s'était installé sur une terrasse de café, Élise observait Jean-Luc d'un air pensif. « Vous avez l'air préoccupé, monsieur Dubois. Est-ce l'attente des résultats qui vous rend si nerveux ?» demanda-t-elle finalement, brisant le silence. Jean-Luc esquissa un sourire amer. « Vous êtes perspicace, Élise. »« Oui, je dois admettre que l'incertitude me ronge. J'essaie de ne pas trop espérer, mais c'est plus difficile que je ne le pensais. » Élise hocha la tête, jouant distraitement avec le pendentif autour de son cou. « Je comprends. Pour moi aussi, c'est étrange. Je n'ai jamais vraiment cherché à en savoir plus sur mes parents biologiques,
Mais depuis que vous m'en avez parlé, je n'arrête pas d'y penser. Je me demande ce qui se passerait si... » Elle laissa sa phrase en suspens, comme si elle n'osait pas formuler ses pensées à voix haute. Jean-Luc posa une main rassurante sur la sienne. Un geste simple mais chargé de sens. « Peu importe le résultat, sachez que je suis là pour vous, Élise. Vous méritez de savoir d'où vous venez. Et si tout cela n'est qu'un malentendu, alors au moins, nous aurons cherché ensemble. » Leurs regards se croisèrent, et durant un bref instant, Élise crut voir une sincérité si profonde dans les yeux de Jean-Luc qu'elle en fut émue. Elle hocha doucement la tête, touchée par ces mots. Les jours suivants continuèrent dans la même incertitude, mais la présence d'Élise rendait l'attente plus supportable. Jean-Luc se rendit compte qu'il redoutait presque la fin de cette période de doute, car il craignait que le résultat, quel qu'il soit, n'éloigne Élise de lui. Il ne voulait pas que cette connexion inattendue disparaisse aussi brusquement qu'elle était apparue. Cependant, il n'osa pas lui avouer cette peur. Il préférait se concentrer sur les moments partagés, comme le pique-nique qu'ils improvisèrent un matin ensoleillé près des berges du Rhône. Ce jour-là, Élise lui fit découvrir un coin tranquille, à l'abri des regards, où le murmure de la rivière et le chant des oiseaux offraient un cadre apaisant. Ils s'installèrent sur une couverture, partageant quelques sandwichs et des fruits frais. Jean-Luc ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il s'était permis un tel moment de détente. Allongé sur l'herbe, il laissa le soleil réchauffer son visage, tandis qu'Élise lui racontait ses souvenirs d'enfance, ses rêves de voyage et ses espoirs pour l'avenir. « Vous savez, parfois je me dis que si mes parents biologiques m'avaient regardée, ma vie aurait été très différente, » confia-t-elle en observant le courant de la rivière. « Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Peut-être qu'ils m'ont abandonné pour me protéger. » Jean-Luc, allongé près d'elle, sentait son cœur se serrer à ces mots. Il se demanda combien de fois Léa avait pu penser à lui durant toutes ces années. Avait-elle cru qu'il l'avait oublié? Avait-elle imaginé qu'il avait cessé de la chercher? Ses pensées le hantaient, mais il se retint de les partager avec Élise. Il savait que le moment de la vérité approchait, et il préférait préserver cet équilibre précaire qui s'était installé entre eux. Ils restèrent ainsi, à discuter de tout et de rien, de leur vie et de leurs espoirs, comme deux amis qui se connaissaient depuis longtemps. Et même si les résultats du test ADN n'étaient pas encore arrivés, Jean-Luc sentait au fond de lui que sa vie était déjà en train de changer grâce à cette rencontre inattendue. Que ce soit par hasard ou par destin, Élise avait apporté un peu de lumière dans sa solitude. Le soir venu, alors qu'il regagnait sa chambre d'hôtel, Jean-Luc vérifia une dernière fois son téléphone avant de se coucher. Pas de notification. Il laissa échapper un soupir, un mélange de frustration et de soulagement. « Demain, se dit-il, demain sera peut-être le jour où tout basculera. » Pendant que Jean-Luc et Élise construisaient cette étrange et fragile relation, à Paris, Madeleine Dubois s'agitait. Elle avait remarqué le comportement de plus en plus distant de son frère depuis qu'il avait entrepris ce voyage en Provence. Leur dernière conversation téléphonique l'avait laissé perplexe. Jean-Luc semblait soudainement moins obsédé par ses affaires, plus préoccupé par des questions personnelles. Elle savait que son frère n'était pas du genre à partager ses émotions, mais son ton lui avait paru différent, comme habité par une forme d'espoir qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Madeleine, qui connaissait bien les habitudes de son frère, décida d'en savoir plus sur ce qui l'occupait tant. Elle utilisa ses relations pour découvrir que Jean-Luc passait beaucoup de temps avec une certaine Élise Marceau, une infirmière de la région. Le nom de cette jeune femme ne lui disait rien, mais Madeleine était bien décidée à percer ce mystère. Elle fit appel à un détective privé pour enquêter sur cette Élise et découvrir pourquoi Jean-Luc semblait si absorbé par elle. Tandis que les jours passaient, Madeleine ne cessait de repenser à leur enfance. Elle avait toujours été dans l'ombre de Jean-Luc, le frère brillant, le préféré de leurs parents, celui qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Quand Jean-Luc avait fondé sa famille et que sa fille Léa était née, Madeleine s'était retrouvée à jouer un rôle secondaire, la tante sympathique mais effacée. Elle avait toujours jalousé la relation privilégiée entre Jean-Luc et Léa, ce lien spécial qui les unissait et la laissait, elle, à l'écart. Et puis, il y avait eu cette tragédie. La disparition de Léa avait marqué un tournant dans la vie de toute la famille. Jean-Luc s'était refermé sur lui-même, son mariage avait éclaté, et même sa relation avec Madeleine s'était détériorée.
Mais au fond d'elle, Madeleine avait trouvé un certain soulagement malsain à voir son frère sombrer dans la douleur, à constater que même le grand Jean-Luc Dubois n'était pas invincible. Cette pensée la terrifiait autant qu'elle la réconfortait, comme un secret honteux qu'elle gardait enfoui au plus profond de son cœur. Un matin, le détective privé la contacta avec de nouvelles informations. Élise Marceau, l'infirmière qui occupait tant Jean-Luc, avait été retrouvée abandonnée bébé devant un hôpital de Nîmes, il y a 20 ans. Madeleine sentit son cœur se serrer. 20 ans. Le même nombre d'années que le temps écoulé depuis la disparition de Léa. Un frisson glacé parcourut son échine alors que la vérité commençait à se dessiner, insidieuse, dans son esprit. Elle n'avait jamais imaginé que cette affaire ressurgirait ainsi, après tant d'années. Au fil des heures, Madeleine se remémora ce qu'elle avait fait, ses décisions qui l'avaient menée à ce moment fatidique. Elle se souvenait des nuits blanches passées à ruminer sa jalousie, de la haine qu'elle avait éprouvée envers son frère, de son désir de lui faire payer pour cette vie qu'elle estimait lui avoir été volée. Mais elle n'avait jamais pensé que les conséquences de ses actes reviendraient la hanter ainsi, des décennies plus tard. Madeleine se souvenait encore de ce jour, il y a 20 ans, où elle avait pris cette décision irréversible. Elle n'avait jamais prévu que Léa resterait disparue aussi longtemps. Dans son esprit, elle avait imaginé que tout finirait par rentrer dans l'ordre, que Jean-Luc apprendrait une leçon d'humilité et que sa vie à elle prendrait enfin une nouvelle tournure. Mais la situation lui avait échappé, et l'enfant qu'elle avait éloigné n'était jamais revenu. Elle avait étouffé ce souvenir pendant des années, convaincue que personne ne remonterait jamais à elle. Mais maintenant, Jean-Luc semblait sur le point de découvrir la vérité. Et cela, elle ne pouvait pas le permettre. Si cette Élise était réellement Léa, cela signifierait la fin de tout ce qu'elle avait tenté de construire. Jean-Luc la détesterait pour ce qu'elle avait fait, et toute la société découvrirait son rôle ignoble dans cette affaire. Madeleine se leva de son bureau, tremblante, se dirigeant vers la fenêtre de son salon luxueux qui surplombait la Seine. Elle sentait que sa vie, qui tenait si bien à l'écart de ce drame familial, était sur le point de s'effondrer. « Je dois agir, et vite !» murmura-t-elle pour elle-même, tentant de rassembler ses pensées. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de dissuader Jean-Luc de poursuivre cette investigation, ou du moins de ralentir ses démarches. Mais elle n'était plus certaine d'avoir les ressources nécessaires pour manipuler la situation comme autrefois. Le détective avait mentionné qu'un test de filiation était en cours. Cela ne lui laissait que peu de temps. Madeleine décida alors de se rendre elle-même en Provence. Elle appela Jean-Luc, prétextant une envie de le voir pour parler de leur famille. Jean-Luc, méfiant, accepta à contre-cœur de la rencontrer à Aix-en-Provence, ignorant que sa sœur était déjà au courant de bien plus que ce qu'elle laissait entendre. Pendant le trajet en voiture, Madeleine s'efforça de retrouver son calme. Elle se répétait qu'elle devait être forte, qu'elle trouverait les mots pour convaincre son frère de renoncer à cette quête dangereuse. À son arrivée à Aix-en-Provence, Jean-Luc l'accueillit froidement, mais elle feignit la chaleur et l'affection, jouant le rôle de la sœur préoccupée par sa solitude. Ils s'assirent dans un restaurant discret, où Madeleine tenta de faire diversion en évoquant des souvenirs d'enfance et les vieilles querelles familiales. Mais Jean-Luc, d'un ton tranchant, finit par la couper. « Pourquoi es-tu vraiment ici, Madeleine ?» demanda-t-il, le regard perçant. Madeleine hésita un instant, mais se força à sourire. « Je m'inquiète pour toi, Jean-Luc. Tu as l'air changé depuis quelque temps. Et cette jeune femme, Élise, elle fit une pause, guettant sa réaction. « Tu sembles très attaché à elle. Qui est-elle vraiment ?» Jean-Luc la fixa un long moment, son visage impassible. « C'est quelqu'un de spécial, Madeleine. Et si tout se passe comme je l'espère, je pourrai enfin retrouver une part de ce que j'ai perdu. » Les paroles de Jean-Luc laissèrent Madeleine sans voix. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait peut-être plus le contrôle de cette situation. Et une peur sourde, bien plus profonde que tout ce qu'elle avait ressenti jusqu'alors, s'installa en elle. Le matin se leva sur Aix-en-Provence, baignant la ville de lumière dorée. Jean-Luc se tenait sur le balcon de sa chambre d'hôtel, observant la place animée en contrebas, mais son esprit était ailleurs. La visite inattendue de Madeleine la veille l'avait perturbé, réveillant en lui de vieilles suspicions. Pourquoi sa sœur avait-elle choisi ce moment précis pour venir le voir ?
Ses questions sur Élise l'avaient laissé perplexe, et il sentait qu'elle dissimulait quelque chose. Pourtant, il n'avait pas le luxe de se laisser distraire. Ce jour-là, Jean-Luc reçut enfin la notification qu'il attendait depuis des semaines. Les résultats du test ADN étaient prêts. Son cœur se mit à battre à tout rompre alors qu'il ouvrait le courriel sur son téléphone, retenant son souffle. Les mots semblaient danser devant ses yeux, sa vision floue de nervosité. Mais quand il lut la conclusion du rapport, un choc le traversa de la tête aux pieds. Le test confirmait qu'Élise était bel et bien sa fille, Léa. Jean-Luc s'assit brusquement sur le bord du lit, les mains tremblantes, le téléphone lui échappant presque des doigts. C'était elle, la petite fille qu'il avait cherchée pendant 20 ans, la raison de toutes ses souffrances et de sa solitude. Et tout ce temps, elle avait été là, vivante, portant ce même pendentif qu'il lui avait offert. Un mélange de joie, de soulagement et de douleur l'envahit, le laissant sans voix, mais sa joie fut rapidement teintée de peur. Comment allait-il lui annoncer cette vérité ? Comment aborder le passé sans raviver des blessures trop profondes ? Jean-Luc sortit précipitamment de sa chambre, traversant les couloirs de l'hôtel pour retrouver Élise. Il la trouva sur la terrasse ensoleillée d'un café, en train de lire un livre. Elle leva les yeux, souriant en le voyant arriver, mais son sourire s'effaça en apercevant l'expression bouleversée de Jean-Luc. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'inquiétude se lisant dans ses yeux clairs. Jean-Luc s'assit face à elle, posant son téléphone sur la table, incapable de parler pendant de longues secondes. « Élise, j'ai reçu les résultats du test ADN. » Charles resta figé, sa respiration se bloquant. Jean-Luc se pencha légèrement vers elle, cherchant son regard. « Les résultats, ils confirment que tu es Léa, ma fille disparue. » Le temps sembla se suspendre autour d'eux. Élise resta silencieuse, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Quoi ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant. Elle se leva précipitamment de la table, reculant de quelques pas comme pour échapper à cette réalité insupportable. « Non, c'est impossible. Vous devez faire erreur. » Jean-Luc se leva à son tour, tendant une main tremblante vers elle. « Je sais que c'est difficile à accepter. Je n'y croyais pas moi-même, mais c'est la vérité, Élise. Tout correspond. Le pendentif, ta date de naissance, ton adoption à Nîmes. Et maintenant le test ADN. Tu es Léa, ma fille. » Élise secoua la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Mais pourquoi ? Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit ? Pourquoi j'ai grandi sans savoir que quelqu'un me cherchait ?» Jean-Luc sentit sa gorge se nouer à la douleur qu'il percevait dans sa voix. Il s'approcha lentement d'elle, conscient de la fragilité de ce moment. « Je ne sais pas pourquoi on t'a arraché à moi, pourquoi tu as été abandonnée. Mais je te promets que je vais trouver la vérité, que je ferai tout pour rattraper le temps perdu. » Élise se tourna, lui faisant face avec une expression d'une intensité qui le bouleversa. « Tout cela est trop d'un coup. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je dois ressentir. » Sa voix se brisa et elle essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. Jean-Luc fit un pas en avant, prêt à la prendre dans ses bras, mais elle leva une main pour l'arrêter, cherchant de l'air. « J'ai besoin de temps, monsieur Dubois, papa. Je ne sais même pas comment vous appeler. » Jean-Luc s'arrêta, le cœur brisé par cette distance qu'il sentait s'installer entre eux. « Je comprends, Léa. Prends le temps dont tu as besoin, mais sache que je suis là pour toi, maintenant et pour toujours. » Il la regarda s'éloigner à grands pas, le pendentif doré balançant sur son cou, reflet de leurs vies entrelacées. Une douleur lancinante traversa son cœur, mais il savait qu'il devait respecter le besoin d'espace de sa fille, malgré le déchirement qu'il ressentait. Quand Élise disparut au coin de la rue, Jean-Luc s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. La douleur de l'avoir enfin retrouvée et de la voir s'éloigner à nouveau le dévastait. Mais une détermination nouvelle naquit en lui. Il ne laisserait pas cette histoire rester incomplète. Il fallait qu'il découvre ce qui s'était passé et pourquoi Léa avait été arrachée à lui. Et il savait par où commencer. Plus tard, alors que la nuit tombait sur la Provence, Jean-Luc appela Madeleine, la voix chargée d'émotions contenues. « Je sais que tu es impliquée dans tout ça, Madeleine. J'ai retrouvé Léa, et elle est vivante. Mais je veux des réponses, et je les veux maintenant. » Un silence pesant se fit à l'autre bout du fil, puis la voix de Madeleine, froide et calculatrice, s'éleva,
trahissant une nervosité inhabituelle. « Jean-Luc, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu crois que tout est aussi simple? Tu ne devrais pas remuer le passé, crois-moi. » Jean-Luc serra le poing, sentant la colère monter en lui. « Ce n'est pas à toi de décider, Madeleine. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Et si tu as quoi que ce soit à me dire, c'est maintenant ou jamais. » Madeleine resta silencieuse, sa respiration lourde résonnant dans le combiné. Jean-Luc savait qu'il avait touché un point sensible, mais il ignorait encore à quel point la vérité serait douloureuse. Il était prêt à tout pour sa fille, même à affronter les fantômes les plus sombres de son propre passé familial. Le lendemain, Jean-Luc se retrouva à l'extérieur d'un café discret, situé à l'écart de la place principale d'Aix-en-Provence, où il avait donné rendez-vous à Madeleine. Le matin était frais, et un vent léger agitait les feuilles des platanes qui bordaient la rue. Il se sentait tendu, le regard fixé sur la porte du café, attendant l'arrivée de sa sœur. Les mots qu'elle avait murmurés au téléphone la veille n'avaient cessé de résonner dans sa tête. Il sentait que ce face-à-face serait décisif. Madeleine arriva, vêtue d'un manteau sombre, les traits tirés par l'inquiétude. Elle ne sourit pas en voyant son frère, se contentant de hocher la tête avant de le suivre à l'intérieur du café. Jean-Luc avait réservé une table dans un coin isolé, loin des regards indiscrets. Une fois installé, il plongea son regard dans celui de Madeleine, prêt à en découdre. « Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, hier soir ?» demanda-t-il d'une voix froide, contenant à peine la colère qui bouillonnait en lui. Madeleine détourna les yeux, jouant nerveusement avec l'anse de sa tasse de café. Elle semblait hésiter, mais Jean-Luc savait qu'elle n'avait plus le choix. S'ils étaient assis là, c'est parce qu'elle sentait que le secret qu'elle avait protégé pendant 20 ans était sur le point de lui échapper. « Jean-Luc, tu dois comprendre que ce que je vais te dire est compliqué. Rien n'est aussi simple que tu le crois. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle s'efforça de garder un ton neutre. Jean-Luc serra les poings sous la table, tentant de réprimer son impatience. « Madeleine, je t'écoute. Dis-moi tout, maintenant. » Madeleine soupira profondément, puis leva les yeux vers lui, le regard sombre. « Tu te souviens de cette époque, n'est-ce pas? Quand Léa était encore là et que tu avais tout. Une famille parfaite, une carrière réussie, une vie que moi, je n'avais jamais eue. Je t'ai toujours jalousé, Jean-Luc. Je me suis sentie invisible, inutile. Et un jour, cette jalousie a pris le dessus. » Elle marqua une pause, comme si chaque mot lui coûtait. Jean-Luc, lui, sentait son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais imaginé à quel point le ressentiment de Madeleine avait pu être profond. « Continue », murmura-t-il, la gorge serrée par une angoisse croissante. Madeleine prit une grande inspiration et reprit « Cette nuit-là, il y a 20 ans, je n'avais pas prévu que tout se passerait ainsi. J'ai emmené Léa pour qu'elle soit loin de toi, pour que tu comprennes ce que c'était de perdre quelque chose de précieux, mais je ne pensais pas qu'elle disparaîtrait pour de bon. Je pensais que tu la retrouverais rapidement, que tout cela se terminerait vite, mais elle s'est perdue, et je n'ai rien fait pour la retrouver. » Mais les mots de Madeleine résonnèrent sèches comme un coup de tonnerre dans la tête de Jean-Luc. Il la fixa, incrédule, sa mâchoire se crispant sous la rage et la douleur. « Tu veux dire que c'est toi qui as pris Léa cette nuit-là ?» Sa voix se brisa et il sentit un goût de bile monter dans sa gorge. « Tu l'as arrachée à moi, juste pour me punir. » Madeleine baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je ne pensais pas que cela irait si loin, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi, je te le jure. Mais quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard. Léa avait été retrouvée et placée dans un orphelinat, puis adoptée. Et moi, je n'ai rien fait pour réparer mon erreur. » Jean-Luc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque mot de Madeleine était une lame enfoncée dans sa chair. La femme assise en face de lui, sa propre sœur, avait été responsable de la pire douleur de sa vie. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol du café, et se pencha vers elle, le visage déformé par la colère. « Tu savais tout, et tu m'as laissé souffrir pendant 20 ans. Tu m'as laissé croire qu'elle était morte, que je ne la reverrais jamais. Comment as-tu pu ?» Sa voix tremblait, mais ce n'était plus de tristesse. C'était une fureur brute qui montait en lui, incontrôlable.
Madeleine leva des mains suppliantes, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Jean-Luc, je t'en prie. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je ne pouvais plus supporter de voir ta vie parfaite alors que la mienne s'effondrait. Je te supplie de me pardonner. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. » Mais Jean-Luc recula d'un pas, le visage blême. « Pardonner » répéta-t-il, incrédule. « Comment pourrais-je te pardonner alors que tu m'as pris tout ce qui comptait pour moi, alors que tu as détruit notre famille ?» Il sentit ses jambes fléchir sous le poids de l'émotion et dut se rattraper au bord de la table pour ne pas vaciller. Madeleine resta silencieuse, sa culpabilité écrasante, consciente qu'aucune parole ne pourrait réparer le mal qu'elle avait causé. Elle tenta de saisir la main de son frère, mais il la repoussa violemment, la douleur transparaissant dans chaque fibre de son être. « Je ne veux plus jamais te revoir, Madeleine. Tu n'es plus ma sœur. » Les mots de Jean-Luc résonnèrent comme une sentence irrévocable. Il se détourna, les larmes brûlant ses yeux, et quitta le café sans un regard en arrière. Madeleine resta seule à la table, les mains tremblantes, réalisant que le prix de ses actions venait enfin de la rattraper. Jean-Luc, de son côté, marcha longtemps à travers les rues d'Aix-en-Provence, tentant de calmer le tumulte qui agitait son esprit. La révélation de Madeleine l'avait dévasté, mais une seule pensée le maintenait debout. Il avait retrouvé Léa. Malgré la trahison de sa sœur, il restait une lueur d'espoir, une chance de reconstruire ce qu'il avait perdu. Quand la nuit tomba, il se dirigea lentement vers le petit appartement où Élise, sa fille, vivait. Il savait que le chemin vers la réconciliation serait long et parsemé de doutes, mais il était prêt à le parcourir, pour elle, pour cette vérité qu'il avait tant attendue. Jean-Luc marcha dans la nuit fraîche d'Aix-en-Provence, les mains tremblantes et le regard perdu dans les reflets des lampadaires sur les pavés humides. Le choc de la révélation de Madeleine résonnait encore dans son esprit comme un écho assourdissant. Chaque pas qu'il faisait, il sentait le poids de la trahison de sa sœur s'alourdir sur ses épaules. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'attarder sur cette douleur. Il devait aller voir Élise. Il devait lui dire toute la vérité. Il s'arrêta devant le petit immeuble où Élise vivait, une simple façade de pierre à quelques pas de la rivière. Le cœur battant, il prit une profonde inspiration et monta les marches jusqu'à la porte de l'appartement. Quand elle ouvrit, Élise semblait avoir pleuré. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre, et elle le regarda avec une lueur de confusion mêlée à une tristesse infinie. « Élise, je dois te parler. J'ai découvert ce qui s'est passé. Je sais pourquoi tu as grandi loin de moi. » murmura Jean-Luc, sa voix se brisant sous le poids des mots. Elle le laissa entrer, refermant la porte derrière lui, et ils s'assirent face à face dans le petit salon, entouré de silence. Jean-Luc cherchait les mots, essayant de rassembler son courage pour tout lui dire, mais le regard d'Élise l'encouragea à poursuivre. « C'est Madeleine, ma sœur, ta tante, » commença-t-il, la gorge nouée. « C'est elle qui t'a enlevé il y a 20 ans. Elle m'a avoué qu'elle était jalouse, qu'elle ne supportait plus de voir ma vie heureuse alors que la sienne lui semblait misérable. Elle pensait que je finirais par te retrouver, mais les choses ont dérapé et tu as été abandonnée à Nîmes. » Élise le fixa, ses mains se crispant sur ses genoux. « Ta sœur ? Ma tante ?» répéta-t-elle, comme si les mots étaient trop lourds pour faire sens. Jean-Luc hocha la tête, les larmes aux yeux, incapable de contenir plus longtemps sa douleur. « Oui, et tout ce temps, elle a gardé le silence. Elle m'a laissé croire que tu étais morte, que je ne te reverrais jamais. » Élise se leva brusquement, marchant de long en large dans le salon exigu comme un animal en cage. Comment a-t-elle pu faire ça ? Comment a-t-elle pu me priver de ma vie, de ma famille ? Sa voix se brisait à chaque mot, et Jean-Luc sentit sa propre culpabilité le ronger de l'intérieur. « Je suis désolée, Élise. Je n'ai pas su protéger Léa, et c'est toi qui as souffert à cause de cela. » Elle se retourna vers lui, les yeux brillants de larmes, mais dans son regard, il vit aussi une détermination farouche. « Tu n'es pas responsable de ce que ta sœur a fait, Jean-Luc. Peut-être que je ne te connais pas encore bien, mais je sais au moins que tu n'aurais jamais laissé cela arriver si tu avais su. » Ces paroles, simples et directes, percèrent le brouillard de culpabilité qui l'enveloppait. Il hocha lentement la tête, ému par sa force. Élise se laissa tomber sur le canapé, enfouissant son visage entre ses mains. Jean-Luc s'approcha doucement, posant une main tremblante sur son épaule. «
Je sais que tout cela est difficile, mais maintenant que nous connaissons la vérité, nous pouvons avancer ensemble. Je veux que tu saches que tu n'es plus seule. Je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Elle releva la tête, croisant son regard avec une intensité qui le bouleversa. « Je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner à Madeleine, mais toi, je veux te connaître, Jean-Luc. Je veux connaître mon histoire et peut-être, avec le temps, retrouver ce lien que nous avons perdu. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Jean-Luc, qui sentit une lueur d'espoir naître en lui, fragile mais tenace. Leur discussion continua tard dans la nuit, chacun partageant ses souvenirs, ses douleurs, ses rêves inassouvis. Jean-Luc parla des années de recherche, des nuits passées à espérer une nouvelle piste, et Élise évoqua sa vie à Nîmes, son enfance avec ses parents adoptifs et les questions sans réponse qui l'avaient tenté. Pour la première fois, ils purent se confier l'un à l'autre sans retenue, comme s'ils cherchaient à combler les vides laissés par les années. Lorsque l'aube se leva, Jean-Luc proposa à Élise de retourner avec lui à Paris, de découvrir la maison où elle avait grandi, les lieux de son enfance. « Je veux te montrer ce que j'ai construit pour toi, Léa, pour nous. » Elle hésita un instant, mais finit par accepter, touchée par sa sincérité. « Oui, je crois que j'aimerais ça. » Alors qu'il se préparait à partir, une pensée traversa l'esprit de Jean-Luc. Il se souvint de la dernière conversation avec Madeleine, de son ton tremblant au téléphone. Il savait que sa sœur était en train de s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges, mais il n'était pas certain de vouloir la confronter à nouveau. La blessure était trop récente, trop douloureuse. Élise, remarquant son silence soudain, lui posa une main sur le bras. « Nous devrons affronter Madeleine un jour, mais pas tout de suite. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour comprendre ce qui nous arrive. » Jean-Luc acquiesça, reconnaissant de la compréhension qu'il lisait dans les yeux de sa fille. Ils quittèrent l'appartement au petit matin, leurs pas résonnant dans les ruelles encore désertes d'Aix-en-Provence. Jean-Luc sentit que, pour la première fois depuis des années, il avançait vers un avenir incertain, mais empli de possibilités. Il savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais au moins, il n'était plus seul dans cette quête de vérité et de rédemption. En montant dans la voiture, Élise posa une main sur le pendentif qui brillait autour de son cou, le même qui les avait menés jusqu'à cette rencontre improbable. Elle se tourna vers Jean-Luc et lui sourit, un sourire timide mais sincère. « Merci de m'avoir trouvé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prête à le découvrir, avec toi. » Jean-Luc sentit ses yeux s'embuer, mais il se contenta de hocher la tête, une nouvelle détermination dans le regard. Ensemble, ils prirent la route vers Paris, conscients que la vérité était loin d'être entièrement révélée, mais prêts à affronter ce qui les attendait. La route vers Paris fut longue et silencieuse. Élise et Jean-Luc, chacun perdu dans ses pensées, traversaient les paysages vallonnés de la Provence, puis les vastes plaines du centre de la France. Jean-Luc, les mains crispées sur le volant, jetait de temps à autre un coup d'œil à sa fille, assise à ses côtés, son regard fixé sur l'horizon. Élise semblait absorbée par ses réflexions, comme si elle cherchait à assimiler toutes les nouvelles découvertes des derniers jours. Leur arrivée à Paris coïncida avec le crépuscule. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, plongeant la capitale dans une lueur dorée. Jean-Luc sentait une certaine appréhension monter en lui à l'idée de ramener Léa, ou plutôt Élise, dans la maison familiale, celle qui avait abrité tant de souvenirs heureux et douloureux. Mais il savait que cette étape était nécessaire, tant pour elle que pour lui. Ils s'arrêtèrent devant un grand portail en fer forgé, derrière lequel se dressait une élégante demeure en pierre, entourée de jardins bien entretenus. Élise descendit de la voiture, observant la maison avec une expression indéchiffrable. Jean-Luc la rejoignit, cherchant ses mots. « C'est ici que tu as grandi, Léa. Tout a changé depuis que tu es partie, mais j'ai essayé de préserver ce que je pouvais. » Sa voix se brisa légèrement, et il détourna le regard pour cacher son émotion. Élise resta silencieuse un moment, contemplant la façade de la maison, les fenêtres qui donnaient sur le jardin. Puis elle hocha lentement la tête et franchit le portail à ses côtés. À mesure qu'ils avançaient dans l'allée bordée de rosiers, Jean-Luc sentit son cœur s'alourdir, chaque pas ravivant des souvenirs enfouis. Il repensait à Léa enfant, courant dans le jardin, riant aux éclats sous le soleil d'été, et la douleur de sa disparition revenait le frapper avec une force inattendue.
Une fois à l'intérieur, la maison sembla les envelopper dans un silence épais, comme si elle retenait son souffle en attendant les retrouvailles. Jean-Luc mena Élise à travers les pièces, lui montrant la salle de séjour, le grand salon où ils avaient célébré tant de fêtes en famille, et enfin, la chambre qui avait été la sienne. Il ouvrit doucement la porte, laissant Élise entrer en première. La pièce avait été préservée presque telle qu'elle était il y a 20 ans, comme un sanctuaire immobile. Élise s'avança lentement, effleurant du bout des doigts les jouets anciens, les livres poussiéreux sur les étagères et les dessins d'enfants encore accrochés au mur. Elle s'arrêta devant une photographie encadrée sur la commode, montrant une petite fille souriante, tenant la main de son père lors d'un pique-nique au bord de la rivière. Ses yeux se remplirent de larmes et elle se tourna vers Jean-Luc, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur elle, incapable de cacher son émotion. « Tout cela me semble tellement étrange », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « C'est comme si je retrouvais une partie de moi que je ne connaissais pas, mais qui a toujours été là, quelque part, enfouie au fond de ma mémoire. » Jean-Luc s'avança vers elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je comprends, Léa. Élise, moi aussi, j'ai l'impression de redécouvrir quelque chose que j'avais perdu. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le silence sembla combler la distance qui les séparait encore. Élise prit une profonde inspiration, puis se tourna vers la fenêtre, observant le jardin à moitié plongé dans l'obscurité. « J'aimerais connaître ces souvenirs dont tu parles, savoir comment c'était, avant que tout cela ne s'effondre. » Jean-Luc hocha la tête, ému par cette demande. « Je te les raconterai, tous, un par un, aussi longtemps que tu le voudras. » Ils passèrent la soirée dans la salle de séjour, assis autour d'une vieille boîte en bois où Jean-Luc avait précieusement conservé des photos de famille, des lettres et des dessins de Léa. Il montra à Élise des images de son enfance, des instants volés à la vie avant que tout ne bascule. Ils rirent ensemble devant les photos de vacances, des clichés pris sur la plage de Biarritz, où Léa s'amusait à construire des châteaux de sable. Puis, à d'autres moments, les souvenirs les submergèrent, et ils se laissèrent aller à pleurer en silence, chacun confronté à la douleur des années perdues. Élise, touchée par la tendresse des récits de son père, découvrit peu à peu des fragments d'une vie qui lui avait été arrachée. Elle comprenait mieux l'homme qu'il était devenu, cette douleur qu'il portait comme un fardeau invisible, et elle ressentit une profonde empathie pour ce père qu'elle apprenait à connaître. Jean-Luc, de son côté, retrouvait des bribes de la petite fille qu'il avait tant aimée, mais voyait aussi la femme forte et résiliente qu'Élise était devenue. À mesure que la nuit avançait, ils se rapprochèrent l'un de l'autre, tissant lentement un lien que le temps et la trahison avaient rebrisé. Jean-Luc, pour la première fois, sentit que la possibilité d'un avenir commun n'était plus un rêve lointain, mais une réalité qui se construisait à chaque mot, à chaque souvenir partagé. Il s'avère que la route serait longue, qu'il leur faudrait affronter encore bien des ombres du passé, mais cette soirée marqua un tournant, une lueur d'espoir dans la noirceur de leur histoire. Avant de se retirer pour la nuit, Élise s'arrêta devant la porte de la chambre de son père. Elle lui sourit, un sourire timide mais sincère, et murmura doucement « Merci, papa ». Ah, Jean-Luc sentit son cœur se serrer à ces mots, des larmes lui montant aux yeux, et il lui répondit d'une voix tremblante « Je suis tellement heureux de t'avoir retrouvée, Léa. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. » Elle hocha la tête, et sans un mot de plus, ils se souhaitèrent bonne nuit. La maison, qui n'avait connu que le silence pendant tant d'années, résonnait à nouveau de la vie, de l'espoir d'une famille en train de se reconstruire. Jean-Luc ferma la porte de sa chambre, le cœur apaisé, prêt à affronter les épreuves qui les attendaient encore. Les jours qui suivirent leur retour à Paris furent à la fois intenses et marqués par une étrange sérénité. Élise et Jean-Luc tentaient de s'apprivoiser mutuellement, explorant les contours de cette relation père-fille qui renaissait doucement. Chaque matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans la vaste cuisine de la maison, une habitude que Jean-Luc n'avait pas connue depuis des décennies. Les premières conversations étaient souvent maladroites, mais au fil du temps, un lien plus naturel se tissa entre eux. Pourtant, au-delà de cette nouvelle routine, une ombre persistait, celle de Madeleine. Élise, malgré sa volonté de tourner la page, ne parvenait pas à effacer de son esprit les actions de sa tante,
ni la manière dont elle avait orchestré son destin. La douleur de savoir que quelqu'un de si proche avait pu agir avec une telle cruauté restait profondément ancrée en elle. Jean-Luc, de son côté, tentait de réprimer la colère qui bouillonnait en lui, mais il savait qu'un jour, ils devraient affronter Madeleine ensemble. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les jardins du parc Monceau, Élise brisa le silence qui s'était installé entre eux. « Papa, est-ce que tu crois qu'on pourra un jour lui pardonner ?» Jean-Luc tourna la tête vers elle, surpris par sa question. « Madeleine ?» Elle hocha lentement la tête, les yeux baissés vers le sentier. « Je me demande si je serais capable de laisser derrière moi toute cette colère, cette amertume. Elle m'a pris une vie entière, mais elle est aussi la seule famille que j'ai, à part toi. » Jean-Luc resta silencieux un moment, réfléchissant à la complexité de cette situation. Il posa une main sur l'épaule de sa fille, la guidant doucement vers un banc sous les arbres. « Léa, Élise, ce qu'elle a fait est impardonnable. Elle t'a volé ton enfance, elle a brisé notre famille. Mais je crois que le pardon n'est pas pour elle, il est pour nous, pour que nous puissions avancer, sans être enchaînés à la haine. » Élise le regarda avec une intensité nouvelle, cherchant à comprendre le poids de ses paroles. « Peut-être que tu as raison, mais je ne sais pas si je suis prête. » Jean-Luc lui sourit doucement, caressant sa joue. « Moi non plus, mais nous avons le droit de prendre notre temps. » Cette conversation resta gravée dans leur esprit, et les jours suivants furent marqués par une certaine introspection. Jean-Luc s'efforça de ne pas laisser sa colère diriger ses actions, mais il savait qu'il devait agir pour protéger Élise et mettre un terme aux agissements de Madeleine. Il se rendit chez un avocat de confiance, expliquant la situation et partageant les confessions de sa sœur. La perspective d'un procès familial le répugnait, mais il savait qu'il devait envisager cette option pour que Madeleine réponde de ses actes. Pendant ce temps, Élise reprenait peu à peu contact avec la vie qu'elle avait laissée derrière elle à Aix-en-Provence. Elle écrivait à ses amis, aux collègues de l'hôpital, mais sa vie à Paris commençait aussi à prendre racine. Elle découvrit des aspects de la ville qui lui étaient inconnus, visitant les musées et les galeries d'art avec Jean-Luc, renouant avec une culture qui, bien que différente de ce qu'elle avait connu, semblait étrangement familière. Mais une nouvelle inattendue vint bouleverser leur équilibre fragile. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, le téléphone de Jean-Luc sonna. Il fronça les sourcils en voyant le nom de Madeleine s'afficher sur l'écran. Élise, assise en face de lui, perçut immédiatement le changement dans son expression. « C'est elle » murmura-t-elle, la gorge serrée. Jean-Luc acquiesça, hésitant un instant avant de répondre. Il appuya sur le bouton de réponse et la voix de Madeleine résonna dans la pièce, faible et tremblante. « Jean-Luc, je suis à l'hôpital. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Jean-Luc resta silencieux, la mâchoire crispée, mais une part de lui se demanda si cette soudaine vulnérabilité n'était pas une autre de ses manipulations. « Pourquoi devrais-je t'écouter, Madeleine ? Tu n'as fait que mentir, que trahir. » À l'autre bout du fil, la voix de Madeleine se brisa. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, ni celui de Léa, mais je dois te dire la vérité, toute la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. » Jean-Luc échangea un regard avec Élise, qui hocha la tête. Elle savait qu'il devait aller jusqu'au bout, même si cela signifiait revivre des souvenirs douloureux. Ils se rendirent à l'hôpital où Madeleine était hospitalisée, dans une chambre austère aux murs pâles. Jean-Luc sentit son cœur se serrer en voyant sa sœur allongée, pâle et visiblement affaiblie. Les années de culpabilité et de secret avaient laissé leur marque sur elle, et la voir dans cet état lui rappela les moments de complicité qu'ils avaient partagés autrefois. Madeleine les regarda entrer, les yeux rougis par les larmes. Élise resta à distance, préférant laisser Jean-Luc s'approcher le premier. « Pourquoi maintenant, Madeleine ?» demanda-t-il, d'un ton plus doux qu'il ne l'aurait voulu. Madeleine le fixa, ses mains tremblantes sur la couverture. « Parce que je n'ai plus rien à perdre, parce que je sais que mon temps est compté. » Elle leur raconta alors les détails qu'elle avait eus jusque-là, expliquant comment elle avait orchestré l'enlèvement de Léa, comment elle l'avait laissée dans cet hôpital de Nîmes, espérant que sa culpabilité s'effacerait avec le temps. Elle pleura en avouant la jalousie dévorante qui l'avait poussée à commettre l'irréparable et le poids de la solitude qui l'avait accompagnée depuis. Jean-Luc l'écouta en silence,
son regard glacial se teintant peu à peu de tristesse. Élise, de son côté, sentait la colère et la peine se mêler à une profonde lassitude. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, tentant de garder le contrôle de ses émotions. Quand Madeleine termina son récit, le silence qui suivit fut presque assourdissant, lourd de toutes les années perdues. Jean-Luc prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Élise, cherchant son approbation. Elle s'approcha lentement du lit, fixant sa tante avec une expression indéchiffrable. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, Madeleine, mais je veux comprendre pourquoi. » Madeleine hocha faiblement la tête, les larmes roulant sur ses joues creusées. « Je ne demande pas ton pardon, Léa. Juste que tu saches que je suis désolée. » Leur confrontation laissa une empreinte indélébile sur chacun d'eux, mais ils savaient que le chemin vers la guérison venait de commencer, même s'il était encore incertain. Les jours qui suivirent leur visite à l'hôpital furent marqués par un silence étrange, une sorte de flottement entre le passé et l'avenir. Jean-Luc et Élise rentrèrent chez eux, chacun tentant de digérer les révélations de Madeleine. La rencontre avec sa tante mourante avait laissé une empreinte indélébile dans le cœur d'Élise. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier les souffrances que cette femme lui avait infligées, mais elle ne pouvait non plus ignorer la vulnérabilité de Madeleine, les larmes et les regrets qui avaient marqué ses derniers mots. Jean-Luc, de son côté, oscillait entre la colère et la tristesse. La trahison de sa sœur le hantait, mais il se surprenait à éprouver de la compassion pour cette femme brisée, rongée par ses propres erreurs. Il passait de longues heures à contempler le jardin depuis la fenêtre de sa chambre, revivant les souvenirs heureux et douloureux qui se mêlaient dans son esprit. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur Paris, Jean-Luc et Élise se retrouvèrent dans le salon, un silence apaisant régnant entre eux. Jean-Luc posa une tasse de café devant sa fille, esquissant un léger sourire. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il, cherchant à briser la glace. Élise haussa les épaules, ses doigts jouant avec la anse de la tasse. « Je ne sais pas vraiment. Il y a encore tellement de choses que je ne comprends pas. Mais je crois que je me sens un peu plus légère, comme si le poids du passé commençait enfin à se dissiper. » Elle leva les yeux vers lui, et Jean-Luc vit dans son regard une nouvelle détermination. « Je ne sais pas si je pourrais pardonner Madeleine, mais je veux avancer. Pour moi, pour toi, et pour ce que nous avons encore à vivre. » Jean-Luc sentit une bouffée d'émotion monter en lui, et il hocha la tête, touché par la force de sa fille. « Je suis fier de toi, Léa. Élise. Tu as traversé tant d'épreuves, et tu es toujours là, debout. » Ces mots, simples et sincères, réchauffèrent le cœur d'Élise, qui lui adressa un sourire timide. « Merci, papa. » Ce jour-là, ils prirent la décision de faire de leur relation une priorité, de reconstruire ce qui avait été brisé. Jean-Luc commença par lui montrer les archives de l'entreprise familiale, expliquant à Élise le travail auquel il avait consacré sa vie. Elle découvrit un monde qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle trouva étrangement fascinant. Jean-Luc, de son côté, la laissa explorer sa propre voie, respectant ses choix et ses aspirations. Ils passèrent également beaucoup de temps à revisiter les lieux qui avaient marqué leur passé. Jean-Luc emmena Élise sur les bords de la Seine, là où ils avaient l'habitude de se promener quand elle était petite. Il lui montra les parcs, les musées, les coins cachés de la ville qu'il n'avait jamais cessé de fréquenter, espérant un jour les lui faire découvrir à nouveau. Un après-midi, alors qu'il marchait le long des quais, Élise s'arrêta devant une petite boutique de musique. Derrière la vitrine, un violon ancien trônait sur un support de velours rouge. Elle resta un long moment à le contempler, ses doigts frôlant le verre de la vitrine. Jean-Luc, observant son intérêt, s'approcha d'elle. « Tu veux essayer ?» Elle se tourna vers lui, un éclat de surprise dans les yeux. « Je n'ai jamais joué de violon, mais j'ai toujours voulu apprendre. » Jean-Luc sourit et poussa doucement la porte de la boutique, l'invitant à entrer. Ce fut une expérience nouvelle pour elle, mais elle se surprit à trouver dans la musique une forme de réconfort, une manière d'exprimer tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire. Le violon devint alors un pont entre eux, une nouvelle passion à partager. Jean-Luc assistait aux leçons d'Élise, écoutant les premières notes hésitantes, puis les mélodies qui prenaient peu à peu forme. Il découvrait en elle un talent caché, une sensibilité qu'il apprit à apprécier à chaque instant.
Pour la première fois, ils partageaient un rêve, une activité qui n'était ni un souvenir douloureux, ni une ombre du passé. La maison, autrefois plongée dans le silence, résonnait désormais de la musique, des rires, des conversations qui n'avaient plus rien de forcé. Jean-Luc et Élise avaient trouvé un équilibre, une manière de vivre avec les cicatrices laissées par les années perdues, mais sans se laisser définir par elles. Ils s'autorisèrent à rire, à faire des projets, à imaginer un avenir où le passé n'aurait plus le dernier mot. Quant à Madeleine, elle finit ses jours dans la solitude de l'hôpital, consciente que ses actions l'avaient isolée de la seule famille qui lui restait. Jean-Luc et Élise continuèrent à lui rendre visite, parfois ensemble, parfois séparément, mais sans plus nourrir l'espoir d'une réconciliation complète. La distance entre eux était devenue trop grande pour être comblée. Pourtant, ils lui offrirent une forme de pardon silencieux, celui qui ne cherche pas à effacer la douleur mais à lui trouver un sens. Le jour où Madeleine s'éteignit, Élise joua une dernière mélodie sur son violon, un morceau empreint de douceur, comme une façon de dire adieu. Jean-Luc l'écouta depuis le salon, les yeux fermés, laissant les notes apaiser son cœur. Ce fut un moment de paix, une manière de tourner la page. Quelques mois plus tard, Jean-Luc et Élise décidèrent de quitter la grande maison de Paris pour une nouvelle aventure. Ils choisirent de s'installer dans une petite ville de Provence, près d'Aix-en-Provence, là où leur histoire s'était reconnectée. Jean-Luc trouva une maison modeste, entourée de champs de lavande et de collines ondulantes, et ils commencèrent à y construire un foyer. Il s'avère que la route serait encore longue, que les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement. Mais chaque jour était une victoire. Chaque sourire échangé un rappel que le bonheur pouvait renaître même après les épreuves les plus sombres. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Jean-Luc et Élise s'installèrent sur la terrasse, regardant le ciel s'embraser de 1000 couleurs. Jean-Luc prit la main de sa fille et la serra doucement, le cœur empli de gratitude. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, Léa. Élise. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants d'une émotion contenue. « C'est moi qui te remercie, papa, pour m'avoir retrouvé, pour m'avoir donné la force de croire à nouveau. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, contemplant le paysage, prêts à affronter ensemble les promesses d'un nouveau jour.